Si je vous dis Texas Rangers, grâce à TF1 et à ses efforts continus pour faire augmenter le niveau culturel français, on va sûrement me répondre Chuck Norris. Moi, je vous propose qu'on aille regarder qui étaient les Texas Rangers et qu'on découvre un peu ce corps d'armée très spécial. Déjà, il faut regarder du côté de l'histoire du Texas. À la base, le Texas est un territoire mexicain, mais qui se trouve à la limite du territoire indien, donc un endroit très dangereux, et du coup, les Mexicains y habitent pas beaucoup. Ceux qu'on va retrouver sur ces terres, ce sont plutôt des colons blancs européens. Et ces colons, qui passent leur temps à être attaqués par les Indiens et qui ne sont absolument pas défendus par le gouvernement du Mexique, eh bien décident en 1835 qu'il est temps de faire sécession. Pour ça, ils ont l'aide à peine voilée des tout jeunes États-Unis. Et ce sentiment d'être un territoire à part ne date pas de 1835. En 23 déjà, les Texans décident d'organiser une espèce de milice pour protéger les colons contre les Indiens, qui va s'appeler les Texas Rangers. À la base, les Rangers ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils sont que 10, que le Texas est un territoire immense avec des kilomètres et des kilomètres entre chaque propriété, donc ils n'ont pas du tout les moyens d'intervenir. En 1835, le premier président du Texas libre, qui s'appelle Mirabeau Bonaparte Lamar, va officialiser la création des Texas Rangers, en faire un organe d'État, et le doter de 56 hommes. Donc déjà on avance un peu, mais c'est toujours très loin d'être suffisant. En 1845, le Texas va se rallier aux États-Unis. Ils n'ont pas la puissance nécessaire pour lutter efficacement contre le Mexique et contre les Indiens, donc ils vont faire appel à l'État américain pour obtenir l'aide de l'armée. Et les Rangers se battent tellement bien qu'ils sont très vite remarqués, et en 1848, à la fin de la guerre contre le Mexique, une bonne partie de ceux-ci va se voir offrir des postes dans l'armée régulière américaine. D'ailleurs, à ce moment-là, les Rangers sont un peu mis de côté, en fait, on les fait disparaître, mais sans le dire. Mais c'est sans compter sur la persévérance texane, et va arriver un nouveau gouverneur qui est un Texan pur souche et qui va réinstaurer le groupe des Rangers. De 57 à 61, les Rangers reprennent du service et se font à nouveau remarquer pour leur qualité de combattants. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 61, au début de la guerre de sécession, on va les recruter dans les armées et dissoudre ce corps parce qu'on a besoin de soldats aussi bien entraînés qu'eux. Mais le Texan est têtu, et en 73, quand un nouveau gouverneur issu du Texas est élu, il réinstaure à nouveau les Texas Rangers. Je vais arrêter là la description historique, c'était juste pour vous montrer comment ce corps était né et comment il a évolué, vous montrer à quel point ça a été chaotique. Alors pourquoi ça a été aussi chaotique? Eh bien c'est très simple. Les Texans se considéraient Texans et pas Américains. Et les Américains les considéraient comme des Texans et pas comme des Américains. Du coup, eh bien, on se fichait un peu de ce qui se passait au Texas. En plus, on va quand même pas leur donner de l'argent pour les équiper, alors qu'ils se battent dans un coin qui nous intéresse pas et que eux se sentent pas américains. Les Rangers dont moi je vais vous parler vivent au milieu des années 1830 à peu près. Ils vont lutter contre les Comanches au moment où la guerre contre cette tribu bat son plein, et ils vont absolument changer tout le système d'entraînement et tout le système de combat que l'armée connaissait jusqu'alors. Déjà, je vous plante le décor. Le Texas est un morceau de terre de 550 000 km² à cette époque, rempli de canyons cachés, de défilés entre les montagnes, que les Indiens connaissent par cœur. À cette époque, c'est principalement le territoire des Comanches. Ils l'ont obtenu en massacrant les Apaches qui le possédaient avant. Il faut savoir qu'à l'époque, les Indiens d'Amérique ne sont pas des gentils sauvages accueillants. Des tribus comme les Cheyennes, les Sioux, les Apaches avaient pour habitude pendant les raids de torturer leurs victimes. Bon, bien sûr, les scalper, ça on connaît tous, mais ils les éventraient, ils leur arrachaient des bouts de peau en essayant de les laisser vivants, ou leur fendaient le crâne toujours en essayant de les laisser vivants.
parfois leur découpaient les paupières, voire même on a des récits de gens qui se sont fait sectionner une phalange avec les dents par des Indiens. Donc ce sont des gens qui n'ont pas trop de respect pour la vie humaine et qui sont des guerriers prêts à tout. Eh bien, dites-vous que chez ces gens-là, les Comanches étaient considérés comme des bourrins. Ça place le niveau quand même de la tribu. Alors bien sûr, comme je le dis toujours, attention au regard qu'on porte. Il faut les juger avec les valeurs de leur époque. Dans les tribus indiennes, massacrer 5 personnes et les faire souffrir, c'était une marque de grand guerrier. C'était pas du tout être un psychopathe. Donc il ne faut pas les juger comme des barbares, mais comme des guerriers avec des mœurs parfois un peu sauvages. Donc sur ce magnifique territoire arrivent des colons européens qui commencent à poser des clôtures, qui commencent à amener leur bétail et surtout qui se mettent à chasser le bison. Parce que va arriver la grande mode du bison et la fourrure de bison va être très utilisée dans tous les États-Unis et donc la chasse devient intensive. Il faut savoir que les bisons sont une ressource indispensable aux Comanches. Ils vont donc fatalement entrer en guerre avec ces envahisseurs, surtout que c'est plutôt simple, étant donné que les propriétés à l'époque sont gigantesques, et que lorsque vous attaquez une maison qui ne contient qu'une seule famille, la première maison à côté étant à plus de 10 km, le temps que quelqu'un puisse essayer de leur venir en aide, vous êtes reparti depuis longtemps. Pour ce qui est des raids des Comanches, là aussi, oubliez Hollywood et les Indiens qui chargent de face en criant. Leur spécialité, c'était l'attaque les nuits de pleine lune. Je peux vous dire qu'au Texas, il n'y a pas beaucoup de monde qui dormait pendant la pleine lune. Ils arrivaient à 50 sur une maison isolée, massacraient, tuaient, torturaient, violaient, volaient principalement les chevaux et parfois emmenaient une ou deux femmes avec eux en repartant. Il faut savoir que dans cette tribu, la mesure de richesse, ce sont les chevaux. Un chef pouvait avoir un troupeau qui comptait plus d'1 millier de têtes. À côté de ça, quand on enlevait une femme, elle était beaucoup moins bien traitée que les chevaux qu'on bichonnait. Elle était nourrie ou pas, suivant ce qui leur passait par la tête. Elle était bien sûr battue si ça plaisait à quelqu'un ou que quelqu'un en avait envie. Et violée, n'en parlons même pas. Vous allez me dire, si c'est pour les traiter comme ça et en faire mourir la moitié, pourquoi prendre des captives? Eh bien, les femmes Comanches combattaient au même titre que les hommes, elles avaient le même genre d'activité physique, ce qui a fait dramatiquement chuter leur fécondité. Et c'est pour ça que lors d'un raid, quand on le pouvait, on enlevait quelques femmes pour pouvoir se reproduire et garder du sang frais dans la tribu. D'ailleurs, petite information, il y a à venir une vidéo sur le fils d'une de ces captives blanches qu'elle a eue avec un Comanche et qui deviendra certainement le chef le plus important de l'histoire de cette tribu. Mais pour l'instant, restons avec les Texas Rangers. Je vais vous parler d'un officier tout à fait improbable de cette institution, Monsieur John Coffee Hayes. John est né en 1817 dans le Tennessee. Il est d'une famille plutôt instruite et a même la chance d'avoir comme grand-oncle Andrew Jackson qui en 1829 devient président des États-Unis d'Amérique. Il aurait donc pu se contenter de faire des études et devenir commerçant ou politicien. Mais c'est un garçon plutôt aventureux et à 19 ans, il va effectivement demander une lettre de recommandation à son grand-oncle, mais pas pour entrer dans une fac prestigieuse, pour entrer dans le corps des Rangers du Texas. Le corps des Rangers, à l'époque, combat sur 2 fronts, contre l'armée mexicaine et contre les raids indiens. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'espérance de vie moyenne d'un Texas Ranger, c'est 24 mois. Donc, il a vraiment pas choisi un boulot tranquille pour se la couler douce. Contre toute attente, ce jeune homme bien élevé et de bonne famille va dépasser l'espérance de vie moyenne et à 23 ans, il va même devenir capitaine. C'est alors qu'il va décider de changer la façon de faire des Rangers et entraîner une unité qui va découvrir une façon de combattre que personne n'avait jamais utilisée dans l'armée américaine. L'idée est très simple.
Les Indiens sont des cavaliers incroyables. Ils sont capables de lancer leur cheval au grand galop, de glisser sur le côté par un système de cordes pour se servir du cheval comme bouclier et décocher des flèches sous le cou du cheval. Puis ils repartent sur le dos et continuent à foncer. Qu'à cela ne tienne, Hayes, que ces hommes ont surnommé Jack, va leur apprendre à tirer lancé au galop et à recharger en plein galop. Sauf que on n'est pas à l'époque des revolvers à répétition. Ce sont des armes à un coup. Donc une fois qu'on a tiré, il faut mettre de la poudre à l'intérieur du canon, mettre la balle et tout tasser. Donc pas besoin de vous dire que ça, au grand galop, c'est un enfer. C'est pour ça que l'équipement de base des Rangers est le même pour tous. Ils ont bien sûr un couteau, mais ils ont un fusil à un coup et 2 revolvers à un coup. Comme ça, ils pouvaient tirer 3 fois avant d'avoir à commencer à recharger. Les Comanches voyageaient légers, donc pouvaient se déplacer rapidement et savaient se nourrir de ce qu'ils trouvaient sur place. Eh bien, pas de souci, Jack change le pactage de base de ses hommes, qui ne va contenir, en plus des armes bien sûr, qu'une couverture, une gourde et de la viande séchée. C'est tout. Donc, quand on sait le climat qui peut régner en plein Texas, genre 45 la journée, moins 15 la nuit, avec juste une couverture, avec interdiction de faire du feu pour ne pas être repéré bien entendu, avec le stress de ne pas trouver d'eau, donc d'être obligé de chercher partout pendant qu'on traque des Indiens et qu'on est traqué, pas besoin de vous dire que 6 mois d'entraînement comme ça, vous étiez plus juste un soldat, vous étiez un guerrier. La cerise sur le gâteau, c'est que pour entrer dans cette unité, il fallait venir avec ses armes et avec son cheval. Et attention, fallait pas amener une vieille mule. Si votre cheval ne valait pas au moins 100 $, Jack vous refusait tout simplement dans l'unité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne sont jamais tombés à court de recrues, alors même que l'espérance de vie moyenne dans l'unité n'était que de 18 mois. Ce qui est surtout incroyable, c'est qu'un jeune homme de bonne famille de 23 ans se retrouve au milieu d'un ramassis d'assassins et de chasseurs d'indiens qui ont 2 fois son âge, et qu'il arrive à se faire obéir. Il y a 2 raisons à cela. En société, John Coffee Hayes est un garçon charmant, ouvert à la discussion, poli, et même s'il n'est pas très bavard, plutôt à l'aise en société. Mais lorsqu'il devient un Texas Ranger et qu'on l'appelle Captain Jack, ça devient une machine à tuer. Tous les témoignages de l'époque disent que c'était une autre personne, vraiment une autre personnalité. Il n'avait aucun doute et aucune pitié. La seconde raison est sans doute le sang-froid et le courage dont il faisait preuve en toutes circonstances. Même sous le feu ennemi, il était le premier à descendre de son cheval pour aller soigner un de ses hommes blessés à terre. C'est pour ça que cette bande de malades qui s'entretuaient pour une partie de cartes dès qu'ils n'avaient pas d'Indiens à pourchasser, lui obéissait et le respectait. Hayes était aussi un visionnaire. Il comprit rapidement que les armes à feu à un coup ne suffiraient pas face à des Indiens si habiles avec leurs arcs. Il envoya donc quelqu'un de l'unité rencontrer un dénommé Samuel Colt, et il travaillait avec lui à la mise au point du Colt Navy, qui est la première arme capable de tirer plus d'un coup sans recharger. Il en eut d'ailleurs le premier exemplaire, et c'est le premier soldat de l'histoire à avoir tenu une arme à répétition. Vous pourriez penser que Hayes est un raciste qui veut exterminer les Indiens. Ça n'était pas du tout le cas. Pour preuve, tous ces éclaireurs étaient apaches, et le chef de ces éclaireurs a voyagé longtemps avec lui, il s'appelait Flaco, et c'était un chef qui l'aidait et qu'il traitait tout à fait comme son égal. Et si vous vous demandez pourquoi les Apaches aident les Rangers, c'est très simple. Ces terres sur lesquelles ils combattent sont des terres Apaches à la base. Les Comanches leur ont volé au prix de bon nombre de massacres. Donc, s'ils peuvent leur rendre un peu la monnaie de leurs pièces, ça leur fait toujours plaisir. Défiant toutes les statistiques, Jack va, après 12 ans de service, quitter les Rangers du Texas. Au moment où il part, il est une légende de cette institution. Et d'ailleurs, de nombreux Rangers très connus sont issus de son unité. Retourné à la vie civile, il n'est pas du tout perdu. En effet, il va partir avec la ruée vers l'or vers San Francisco. Il se fera d'ailleurs élire en 1850 shérif de San Francisco.
Et puis il va sentir qu'il y a du business à faire dans l'immobilier. Il va donc commencer à acquérir des propriétés dans une minuscule bourgade insignifiante qui deviendra plus tard Auckland. Au passage, il deviendra le premier maire de cette ville et aura amassé une superbe fortune. Malheureusement, la guerre de sécession arrive et il doit rempiler, mais il ne la terminera pas. Il va arrêter sa carrière militaire avant et va plutôt se diriger vers les affaires et la politique. D'ailleurs, en 1976, il sera élu représentant du Parti démocrate. John Coffey Hayes va mourir en 1883 à l'âge de 66 ans. Il sera enterré à Auckland. Au Texas, aujourd'hui, pour honorer ce grand Rangers, il existe un comté qui s'appelle Hayes County, qui est dans le sud du Texas et qui possède 167 000 habitants. Le Texas était un endroit à part. Il y a encore 150 ans à peine, il fallait se battre chaque jour pour sa survie. Et John Coffey Hayes est un exemple parfait de ce Texas. Civilisé en société, il savait être impitoyable lorsqu'il devait se battre. À lui seul, il a révolutionné chez les Texas Rangers la façon de se battre, la façon de recruter et la façon de s'entraîner. Mais l'histoire est ainsi faite, et quand il est parti des Texas Rangers, toutes ces techniques ont totalement disparu et c'est redevenu un corps de combattants tout à fait normal. L'histoire est pleine de Captain Jack, des hommes et des femmes d'exception tombés dans l'oubli parce que notre société préfère aduler quelques starlettes jetables qui passent à la télévision. Eh bien moi, c'est de ces gens-là dont je vous parlerai dans mes vidéos. Ces personnes plus ou moins connues qui se sont battues pour faire avancer le monde avant qu'une humanité peu reconnaissante ne les laisse sombrer dans l'oubli.